À l'ordre du jour, le podcast de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour pouvoir échanger sur la prévention des entreprises en difficulté. Je suis Yvan Quelindel, expert comptable et vice-président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. J'ai la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui M. Clément Villeroy de Gallo, président du tribunal de commerce de Rennes, et Maître Erwan Merli, administrateur judiciaire, l'étude Agir. Monsieur Villeroy de Gallo, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc effectivement je suis président du tribunal de commerce de Rennes depuis ma troisième année pour un mandat de 4 ans et je suis par ailleurs en activité professionnelle, je dirige une filiale du groupe Interaction. Merci, et nous sommes donc accompagnés de Maître Erwan Merli, administrateur judiciaire. Bonjour à tous, donc Erwan Merli, administrateur judiciaire, un des associés fondateurs d'une structure qui s'appelle Agir. Et nous sommes administrateurs judiciaires dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Et notre particularité, c'est que nous sommes les spécialistes de la prévention dans le Grand Ouest. Les classements nationaux nous font l'honneur de nous reconnaître comme étant des intervenants qualifiés sur le plan de la prévention. Merci à tous les deux de vous rendre disponibles dans un contexte certainement chargé. Peut-être pour commencer, en préambule, Maître Merli, si vous pouviez nous présenter un peu les missions de l'administrateur judiciaire et peut-être cette distinction avec le rôle également du mandataire judiciaire. Très bien, en 2 mots, essayer de simplifier ce qui est un peu compliqué, mais pour vous donner des ordres d'idées généralistes, le mandataire et l'administrateur judiciaire ont un socle commun, c'est que tous les deux sont titulaires d'un mandat de justice. C'est leur particularité par rapport à un expert comptable. Ils n'ont pas, la plupart du temps, de mandat conventionnel. Nous tirons finalement notre autorité, notre pouvoir d'intervention du président du tribunal de commerce qui est à ma droite aujourd'hui. Et donc ce mandat de justice nous donne, en raison de notre statut, des prérogatives liées à notre indépendance, à nos statuts réglementaires qui nous permettent d'intervenir dans des conditions bien précises. La différence entre les deux métiers, elle est déterminée par la loi. Les mandataires judiciaires, la loi indique que ce sont les professionnels qui sont chargés de représenter les créanciers et de liquider les entreprises. On a un article pour cela. Et puis les administrateurs judiciaires sont les professionnels qui sont chargés d'administrer les biens d'autrui et de sauvegarder les entreprises. Ce sont 2 distinctions fondamentales quant à nos interventions. Les formations ne sont pas les mêmes et donc les capacités d'intervention sur un certain nombre de sujets ne sont pas les mêmes et nous veillons strictement au conflit d'intérêts. Le point le plus important peut-être, c'est que nous sommes régis par des textes légaux et réglementaires et nous sommes inscrits sur une liste nationale qui est tenue au ministère de la Justice et qui fait que nous sommes un certain nombre de professionnels à pouvoir intervenir dans les situations de défaillance. Et la particularité, c'est que nous sommes la profession judiciaire la plus contrôlée en Europe dans notre formation, dans notre exercice professionnel, dans notre indépendance et dans nos contrôles de probité. Voilà en 2 mots le distinguo pour peut-être simplifier les choses et donner une image. Nous sommes tous les deux mandataires et administrateurs judiciaires comme des professionnels de santé, mais chacun a sa spécialité, a sa formation et chacun exerce dans son couloir de nage. Avec sa complémentarité. Avec une complémentarité, vous avez raison de le préciser, l'un ne va pas sans l'autre. Depuis 1985, la loi Badinter a prévu de représenter les intérêts réciproques des parties, d'un côté les créanciers, de l'autre l'entreprise, par 2 professionnels, une bicéphalité qui doit être clairement respectée. Merci Maître Merli. On est aujourd'hui dans un contexte mouvant, chargé, compliqué peut-être, mais avec aussi des opportunités. On se retrouve aujourd'hui, nous, en tant qu'experts comptables, à accompagner des dirigeants qui passent un peu par tous les stades, mais également des moments un peu plus difficiles. C'est toujours compliqué de pouvoir appréhender à quel moment, en fait, on est à quel niveau de la difficulté on est. On a toujours l'espoir et l'optimisme de se dire que la situation va s'améliorer. Mais avec le risque aussi d'avoir la recommandation finalement d'aller un peu trop loin et de ne pas saisir l'opportunité finalement qu'offrent les procédures amiables ou judiciaires au bon moment. Peut-être, Monsieur Villeroy de Gallo, sur votre appréciation en fait de la difficulté des entreprises, le bon moment pour se tourner vers le tribunal ou
ouvert l'ouverture d'une procédure amiable qui se fait également auprès du tribunal, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est toujours vous le point d'entrée. C'est ça. Alors, c'est effectivement c'est la question. Est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est trop tôt? Et pour ça, les experts comptables sont des prescripteurs très importants pour leurs clients, puisqu'ils ont une vision plus globale des choses, avec des chefs d'entreprise qui ont parfois le nez un peu dans le guidon. Les difficultés, c'est classique, hein, c'est les voyants qui s'allument, c'est je jongle avec ma trésorerie, c'est je dors mal les derniers jours du mois parce que je me demande comment je vais payer mes salaires au début du mois suivant. Et puis il y a deux indicateurs, alors c'est très intuitif, hein, là on n'est pas dans le chiffre et dans la rigueur du chiffre, mais je remets régulièrement de l'argent en compte courant, ça c'est... Alors c'est pas interdit de le faire, mais c'est pas conseillé, et c'est souvent mauvais signe, en tout cas c'est vraiment un facteur d'alerte. Et le deuxième point d'alerte, c'est je vends les bijoux de famille. Voilà, j'ai 5 camions, j'en vends 2, je les prends en leasing, et avec le prix des 2 camions, je paye mes salaires. Encore une fois, c'est pas interdit de le faire, ça peut être nécessaire à un moment donné dans la vie de l'entreprise, mais s'il n'y a pas de perspective d'exploitation rentable sur la durée, évidemment, c'est pas conseillé. Voilà. Et donc, les experts comptables peuvent accompagner leurs clients sur la détection de ces signaux, dits signaux faibles, mais qui ne le sont plus tellement en fait. Merci. Et si on fait un petit focus sur ces différentes procédures, on distingue les procédures amiables des procédures judiciaires. Maître Merli, comment distingue-t-on ces types de procédures? De quelle procédure parle-t-on? Alors, comment on les distingue dans un premier temps? Peut-être si on simplifie les choses, il y a 4 éléments qui nous permettent de distinguer les procédures. Les procédures amiables, on les appelle amiables parce qu'il faut aller négocier avec ses créanciers, il faut trouver un accord, et ce sont des procédures préventives. Et les procédures judiciaires, elles sont judiciaires parce qu'elles sont publiques, connues de tous, et ces procédures-là, en réalité, entraînent un certain nombre d'effets sur les créanciers, sur l'entreprise. Et si on doit faire une comparaison simple, il y a 4 distinctions qui peuvent être faites entre ces différentes procédures. La procédure amiable, par nature, c'est une procédure anticipative, alors que la procédure collective, judiciaire, c'est une procédure de traitement, plutôt a posteriori. Ça, c'est le premier point. On en a une qui anticipe et on a une autre qui traite. Le deuxième point, c'est que la procédure amiable, elle est confidentielle. Donc, elle permet de ne pas dégrader la valeur de l'entreprise, de l'opérateur économique, parce qu'elle n'est pas connue de son écosystème. Et c'est l'inverse en procédure collective. La procédure collective, pour être rendue opposable au tiers, elle est publique. C'est le deuxième grand distinguo entre les procédures amiables et les procédures collectives. Le troisième distinguo, c'est celui d'une procédure qui est, en matière préventive, non coercitive. C'est-à-dire qu'on doit emporter la conviction de nos créanciers, de nos partenaires, pour aboutir à un accord, alors qu'en procédure judiciaire, cette procédure a des effets qui s'impliquent de droit par des dispositions d'ordre public à un certain nombre d'interlocuteurs de l'entreprise, de partenaires de l'entreprise. Ces créanciers doivent déclarer leurs créances au passif, certains co-contractants doivent poursuivre des prestations, etc. Donc cette procédure judiciaire a des effets coercitifs, contrairement à la procédure amiable qui n'en a pas. Et le dernier point que je me suis noté de vous indiquer, c'est que les procédures amiables n'emportent pas de dessaisissement du dirigeant. Ça, c'est un point qui peut être important dans certaines entreprises, alors qu'en procédure collective, en fonction de sa gravité, on a un niveau de dessaisissement qui peut devenir relativement important au moment de la liquidation judiciaire en particulier. Donc voilà les 4 on va dire, éléments de comparaison qui peuvent être faits. D'un côté, on a une anticipation qui permet de garder la main, d'anticiper et de négocier de manière confidentielle. Et de l'autre côté, on a plutôt un traitement a posteriori qui emporte des conséquences vis-à-vis de son écosystème, du dirigeant et de l'entreprise elle-même. Et alors si nous devons nommer ces procédures, quelles sont-elles, amiables ou judiciaires, juste pour clarifier peut-être le point? Alors là, je parle sous le contrôle du président, évidemment, qui complétera si besoin. Mais si on doit dire les choses de manière simple, en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y en a énormément plus, avec des nuances sur des procédures qui emportent des conséquences en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais si on doit dire les choses de manière simple, les grandes procédures amiables sont le mandat ad hoc et la conciliation, et les grandes procédures collectives sont la sauvegarde, le redressement et les liquidations judiciaires. Mais en réalité, il y a une granularité bien plus fine que celle-là, pas forcément l'objet de l'aborder aujourd'hui, mais vous voyez, par exemple, une conciliation peut être une conciliation pré-PAC. Donc c'est une procédure en tant que telle, avec des effets qui sont très différents d'une conciliation classique, ou encore une conciliation peut être l'antichambre d'une sauvegarde accélérée lorsqu'on décide d'aller discuter avec nos créanciers
selon les classes de parties affectées, ce qui existe depuis une ordonnance du 15 septembre 2021, sur laquelle on reviendra certainement, parce que c'est un changement de paradigme assez fondamental dans la façon dont on aborde les discussions avec nos créanciers. Donc il y a de la granularité, mais si on veut dire les choses de manière globale, les procédures amiables sont plutôt au nombre de 2, mandat ad hoc, conciliation, et les procédures collectives plutôt au nombre de 3. Il y a évidemment des nuances, il faudra apporter de la granularité, mais c'est comme ça que ça doit se fixer dans l'esprit de chacun. Alors, juste au-delà de l'aspect procédural, il faut savoir aussi que les tribunaux de commerce interviennent en matière de prévention avant ou à côté, ou potentiellement même après une procédure de conciliation proprement dite ou un mandat ad hoc proprement dit. C'est-à-dire que la plupart des tribunaux de commerce sont équipés de cellules de prévention et qui accordent des rendez-vous confidentiels aux dirigeants d'entreprise qui le leur demandent, parfois à l'initiative de leur expert comptable, de leur banquier, de leur belle-sœur, peu importe. Et ces rendez-vous peuvent ou pas déboucher soit sur une procédure collective si un état de cessation des paiements est avéré, soit sur une procédure de conciliation si effectivement les conditions de réussite sont réunies, et on y reviendra, soit sur rien, parce que finalement on s'est inquiété pour rien et on a identifié des leviers de croissance et d'exploitation rentables, soit le président du tribunal de commerce peut intervenir éventuellement s'il y a un petit point de blocage avec un SIE, avec un URSSAF, avec une CIBTP. Voilà, mais ces rendez-vous de prévention, ça représente quand même une part importante de l'activité de prévention du tribunal. Donc ça c'est tout à fait invisible puisque c'est hors procédure, mais c'est quelque chose qui compte dans l'écosystème aujourd'hui. On échangeait avec le directeur régional des finances publiques il y a quelques temps où on indiquait qu'on trouvait qu'il y avait notamment des... Je prends cet exemple parce qu'il peut avoir des conséquences et ça fait le lien avec ce que vous venez d'évoquer, notamment dans les demandes de remboursement de TVA, des délais qui s'allongent dans un contexte qui n'est pas forcément simple, qui peuvent mettre en difficulté les entreprises. Est-ce que dans un contexte comme celui-ci, le tribunal peut être sollicité pour essayer d'obtenir, si jamais la discussion, même si nous avons nous aussi... avec le Conseil régional de l'ordre des leviers de pouvoir échanger avec la direction régionale des finances publiques. Est-ce que vous pouvez intervenir dans ce cadre-là ? Oui, alors les clés d'entrée en prévention, et là encore une fois hors procédure, mais vraiment du rendez-vous de prévention avec la cellule de prévention du tribunal, elle est soit à l'initiative du dirigeant de l'entreprise qui, par lui-même ou par son réseau, prend conscience de ses difficultés, mais ça peut être aussi l'écosystème qui introduit entre guillemets le dossier. Ça peut être effectivement une alerte en codéfi, ça peut être une alerte de l'inspection du travail, enfin des contrôleurs du travail, ça arrive régulièrement. Ça peut être une alerte des salariés non payés, on en a plusieurs chaque année. Donc voilà, ça peut venir aussi de l'extérieur. Et c'est pas forcément les plus mauvais dossiers, et ça permet au moins aux dirigeants de l'entreprise de se retrouver au tribunal pour examiner la situation et derrière de trouver des solutions. Et on est toujours dans une attitude bienveillante, c'est-à-dire que ça donnera lieu dans ce cas-là à une convocation de la part du président du tribunal de commerce, donc c'est pas forcément très agréable, mais il faut bien que le chef d'entreprise sache que cette convocation elle est confidentielle et que l'idée c'est de trouver des solutions. Voilà. S'il y a des solutions, si bien sûr il y a un état de cessation des paiements avéré, quand les salaires ne sont pas payés en général, la situation est très dégradée, on en tire les conséquences, mais on est de toute façon en matière de prévention au service de l'écosystème et des entreprises. L'idée c'est de faire en sorte que l'entreprise soit viable à long terme et dans de bonnes conditions pour tous, y compris les créanciers. Merci. Et si on fait un petit focus sur ces procédures amiables, est-ce qu'elles s'adressent à toute typologie d'entreprise ? Parce qu'elles ont quand même un coût et ça peut une procédure aussi qui peut s'étendre dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, qui sont aujourd'hui ceux qui sollicitent ces procédures ? Est-ce que vous avez quelques données à nous donner ? Et également, quelles sont les chances de succès face à... Ou est-ce qu'on a un peu de statistiques qui nous permettent de voir quelles entreprises ont pu... sortir par le haut après avoir sollicité ces procédures amiables ? Alors oui, un chiffre, je commence par la fin de votre question, c'est le fameux 90-10, on parle souvent des 20-80, en l'occurrence, retenez plutôt le 10-90, une entreprise qui rentre en procédure de conciliation ou de mandat ad hoc en procédure de prévention a 90% de chances de s'en sortir par le haut, c'est-à-dire soit avec un accord, soit avec une cession dans le cadre d'un prépack-cession, mais en tout cas une issue favorable à la procédure. Une entreprise qui fait sa déclaration de cessation des paiements et qui rentre en procédure collective, malheureusement, mais les chiffres sont cruels, elle n'a que 10% de chances d'aboutir à un accord sur un plan de continuation.
Donc voilà, 90% des entreprises sont sauvées en prévention et seulement 10% en procédure collective. Et en termes de nombre d'entreprises qui sollicitent ces procédures, est-ce que le chiffre est faible ? Alors, le chiffre est en très forte augmentation. À fin mars, on est à plus de 30% par rapport à l'année dernière, sur laquelle on était déjà, je crois, à la fin de l'année à plus de 30%, donc sur des historiques qui sont forts, en tout cas à Rennes. Mais à Rennes, on a beaucoup développé la prévention depuis plusieurs années, donc on en recueille quelque part aussi le fruit, parce que je pense que c'est un bénéfice pour l'écosystème. Vous parliez de la dimension des entreprises. Toutes les entreprises sont éligibles aux procédures de prévention. Le prix de l'intervention des administrateurs judiciaires ou exceptionnellement des mandataires qui sont nommés tient compte de la dimension de l'entreprise, de l'ampleur du dossier. Ce sont des montants qui sont connus à l'avance et donc qui peuvent être anticipés dans le cadre d'un schéma d'exploitation. Il se trouve que aujourd'hui, ce sont plutôt les grandes entreprises qui y ont recours, puisque sur l'année 2023, alors les chiffres sont un peu à la louche, mais nous avons ouvert 150 procédures de prévention, mandat ad hoc et conciliation, au tribunal de commerce de Rennes, ce qui représentait 9000 salariés, alors que dans le même temps, nous avons ouvert 650 procédures collectives pour 1500 salariés. Donc on voit bien la différence. Alors, dans les entreprises qui ont ouvert des conciliations ces derniers mois, ou des mandats ad hoc, on a des entreprises de 3000 personnes et on a des entreprises de 4-5 personnes. Je dirais en dessous, c'est vrai que voilà, la mécanique de la prévention est peut-être un peu lourde pour des plus petites entreprises, mais voilà, 4-5 salariés, un restaurant qui est en difficulté, qui anticipe une difficulté et qui a des ressources pour la surmonter dans le cadre de la négociation du mandat ad hoc ou de la conciliation, c'est tout à fait possible et voilà, ça se pratique de façon extrêmement courante. Et peut-être, Maître Merly, pensez-vous que est-ce qu'elles sont suffisamment sollicitées ? Est-ce que quand on voit ces ratios 90-10, 10-90, est-ce que ça ne doit pas nous inviter, nous aussi en tant qu'experts comptables, à avoir plus recours à ces procédures ? Alors la question est excellente. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la rémunération des professionnels. Il faut garder à l'esprit qu'une procédure préventive est in fine beaucoup moins coûteuse qu'une procédure collective. Ne serait-ce que parce que la procédure collective entraîne des effets de bord qui font qu'on dévalorise la valeur de l'entreprise, on dévalorise finalement sa fonction contractuelle, on dévalorise la confiance. Et puis accessoirement, il y a deux professionnels qui interviennent en procédure collective, qui sont à la fois l'administrateur et le mandataire judiciaire, et donc ça fait deux coûts. Et donc tout ça cumulé fait qu'en réalité, en prévention, le coût des intervenants est nettement moins important qu'en procédure collective quand on regarde les effets de la procédure judiciaire par rapport à la procédure amiable. Et comme l'a très bien dit le président Villeroy de Galhau, on sait, les dirigeants savent par avance ce vers quoi ils s'exposent en termes de coûts, puisque la loi oblige à ce que l'administrateur judiciaire, dans sa convention d'intervention, propose un plafond d'intervention, qui d'ailleurs n'est jamais atteint, mais pour faire en sorte de se dire que pour le cas où on devrait rester très longtemps en procédure amiable, travailler en urgence, déléguer des équipes quasiment nocturnes, avec des taux horaires qui vont avec pour traiter une difficulté, eh bien, on n'excéderait pas un plafond. Donc le dirigeant et ses conseils savent ce vers quoi ils se dirigent. Je me permets juste de rebondir sur ce point et sur le coût de la procédure. Autant, effectivement, je pense que le sujet n'est pas tellement là sur le coût de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire, mais très souvent les banques demandent notamment la nomination, ou l'intervention d'un auditeur externe chargé de modéliser un peu le plan de redressement en quelque sorte, et qui peut avoir un coût non négligeable. Alors sur certaines typologies de structures, ça peut s'entendre. Sur les structures plus modestes, c'est là où en fait c'est à quel point les banques ont cette possibilité, ou en tout cas ce pouvoir d'exiger l'intervention de cet auditeur externe, qui encore une fois peut avoir beaucoup de sens dans certains cas, mais qui peut être aussi un vrai frein sur la capacité de l'entreprise à faire face, et notamment dans un délai court, puisque les effets de la restructuration peuvent être plutôt long terme, quand l'engagement financier dans ce cadre-là peut être plutôt court terme. Ce point, et il me semble un enjeu pour les experts comptables notamment. Dans le passé, il y a eu un certain nombre d'observations qui ont été faites par les comités bancaires, les affaires spéciales, les top management de banques, qui consistaient à
considérer que l'expert comptable traditionnel d'une entreprise dans une phase de distress, de prévention, de pré-défaillance, n'était pas forcément soit compétent, soit le mieux placé pour produire une information financière de qualité et indépendante. Ce qui a fait qu'il y a des formes d'usage de place qui se sont installées et qui font que, dans certains cas, il y a recours à des auditeurs extérieurs, indépendants, et qui, eux, dépêchent des équipes massives et qui donc emportent un coût qui peut être conséquent, effectivement. Et je crois que ça, c'est un enjeu parce que, dans le fond, il y a énormément de cas où on pourrait éviter ce recours avec des experts comptables qui sont les experts comptables de l'entreprise, qui, en ayant atteint un niveau de compétence et de régularité d'intervention dans ces matières, pourraient tout à fait répondre aux besoins des établissements financiers sur ce point. Donc je pense que là, il y a un enjeu d'implication des experts comptables, de formation de leurs propres équipes, pour faire en sorte qu'ils répondent à la demande, pour produire des documents qui sont dans des formes et dans des délais bien particuliers. Yvan, vous connaissez ça. Votre cabinet sait le faire, mais d'autres ne connaissent pas parce que ce n'est pas forcément leur quotidien. Alors on appelle ça comme on veut, en bon français, IBR, Independent Business Review, mais bon, la réalité c'est que en étant formé, un expert comptable traditionnel doit pouvoir produire de la documentation qui répond aux demandes des partenaires financiers, et pas que d'ailleurs les partenaires financiers, ça peut être aussi les créanciers fiscaux et sociaux. On sait que quand on s'adresse à la commission des chefs de services fiscaux et financiers, la plupart du temps, ils demandent des situations récentes, des prévisions de trésorerie qui doivent être sérieuses et dressées dans des formes bien particulières où on voit les effets de levier de la procédure amiable, c'est-à-dire là où on intervient. Donc, il y a ce coût-là. Il y a aussi le coût, dans certains dossiers, du conseil purement juridique, qui est celui des établissements financiers, mais qui doit être supporté majoritairement, et la loi le prévoit comme ça, par l'entreprise en difficulté. C'est un paradoxe contre lequel, personnellement, j'ai lutté, mais le législateur nous a pas entendus sur ce point. Le législateur continue à considérer que dans le cadre de procédures préventives, quand l'entreprise ouvre cette procédure et discute avec ses créanciers, si ses créanciers ont besoin d'un conseil, la majeure partie du coût des conseils, qui n'est pas le conseil de l'entreprise, mais cette fois-ci qui est le conseil la plupart du temps des établissements financiers, doit être supporté par l'entreprise. Et c'est assez paradoxal parce que c'est le moment où l'entreprise a probablement le plus de tension de trésorerie et le moins de moyens. C'est là où elle doit finalement supporter le coût des intervenants extérieurs dont on a parlé tout à l'heure et d'avocats qui ne sont pas les leurs. Et ça, ce point-là, on pourrait probablement à nouveau en rediscuter au cours d'une prochaine législature pour rééquilibrer la prise en charge de ces coûts. Parce que finalement, on alourdit un peu le sac que l'entreprise en difficulté doit porter pendant ces procédures amiables. Et je pense que ce n'est pas forcément le plus opportun dans la séquence de trésorerie que vous avez décrite, qui fait que de temps en temps, il y a des tensions telles que ces coûts-là ne peuvent pas être supportés. Donc voilà le sujet de coût. Ce qui est certain, c'est que dans le fond, ce qu'il faut comparer, c'est le coût et les leviers qui sont mis en œuvre. Et dans la majeure partie des entreprises dont le président a très bien parlé, les 90-10 dont on parle, quand on regarde les leviers qui sont mis en œuvre, c'est-à-dire les non-décaissements, les non-démonétisations qui sont acquises par l'entreprise dans le cadre de procédures amiables, que la plupart d'ailleurs des opérateurs ne connaissent pas au moment même où ils rentrent dans les entreprises amiables, ce qui n'est pas décaissé, ce qui est remisé, ce sur quoi on obtient des délais, ce sur quoi on a évité un certain nombre de décaissements, et bien finalement les coûts sont très faibles par rapport au levier. Quand on fait le ratio, on est souvent à du 1 pour 10, c'est ce que nous disent un peu les statistiques ou les études, c'est-à-dire qu'entre les coûts de la procédure et ce que ça rapporte, ça rapporte 10 fois plus. Donc c'est une forme d'investissement. Mais ça veut aussi dire que l'entreprise doit avoir la capacité de mettre en œuvre cet investissement. Donc si elle vient trop tard à court de cash, alors à ce moment-là, le lieu du traitement de la difficulté n'est plus celui du lieu de la prévention ou de la procédure amiable, mais si on n'est pas capable de payer ses conseils, et en particulier son expert comptable, qui ne peut pas travailler gratuitement dans ces périodes si particulières, comme on dit en bon français, de distress, où il faut mobiliser des équipes chez l'expert comptable en urgence, où il faut produire de la documentation de qualité, où il faut la revoir régulièrement, si l'entreprise n'est pas capable de les payer, le lieu du traitement de la difficulté n'est pas la procédure amiable, mais à ce moment-là, ce sera plutôt la procédure judiciaire de traitement de la difficulté.
Les difficultés sont donc trop avancées pour être oui, il faut appréhender en tout cas le coût de la procédure, les leviers que peuvent nous permettre cette procédure-là et voir si effectivement on est dans le bon type enfin on a recours à la bonne procédure, amiable ou judiciaire en fonction de l'avancée des difficultés de l'entreprise. Alors, il est certain de dire que c'est pas le sujet d'écoute du coût qui nous oriente. On est d'accord, on ne fait pas le brainstorming en se disant combien ça va coûter et si je peux pas payer, je ne me dirige pas vers une procédure judiciaire. C'est pas le sujet des coûts qui décide. En revanche, c'est assez révélateur de la situation qu'on a à traiter. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a plus la marge de manœuvre, soit par les effets de levier, soit intrinsèquement par son cycle d'exploitation, de financer le coût de sa restructuration, eh bien malheureusement, c'est qu'elle est déjà un peu en post-combustion et qu'elle doit se diriger vers une procédure judiciaire. C'est plutôt le constat que l'analyse antérieure. Mais donc on a un enjeu très fort à être capable en tant qu'expert comptable et conseil aux côtés du dirigeant, à être capable d'appréhender les effets de la procédure en cours, enfin la procédure sollicitée, et savoir si on est dans le bon cadre et surtout si l'entreprise va être capable d'être dans le cadre d'une procédure amiable ou s'il ne vaut pas mieux l'orienter vers une procédure judiciaire. Pour rebondir sur cette question du coût, pour dédramatiser un peu la situation, parfois lors des rendez-vous de prévention, les dirigeants d'entreprise qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver face à des difficultés anticipées sont dans des situations un peu tendues. Pour dédramatiser, j'explique souvent que ouvrir une procédure amiable, c'est poser un acte de gestion. C'est ouvrir un cadre de négociation qui est hyper privilégié, parce que les effets de levier en termes de négo sont extrêmement puissants, et plus puissant que dans n'importe quel autre cadre. C'est-à-dire que vous pouvez négocier avec la CCSF, vous pouvez négocier avec le médiateur du crédit. Certes, ça reste des procédures qui sont intéressantes pour une entreprise et qui peuvent parfois suffire, mais là, vous allez complètement balayer l'ensemble de l'organisation de la vie de l'entreprise. Vous allez fermer des foyers de perte, vous allez éventuellement lever des fonds. La notion de new money sur les procédures, notamment de conciliation, est pertinente. Vous allez préparer une cession dans des conditions très favorables, bien plus favorables que lors d'une procédure collective. Voilà, tous ces effets de levier, entre le coût réel de ces dispositifs et les bénéfices attendus, et surtout les chiffres de la réussite, les fameux 90%, effectivement, il n'y a pas tellement de questions à se poser. Et pour le dire de façon extrêmement, peut-être un peu brutale, mais extrêmement simple, si on n'a pas les moyens d'assumer les coûts de la procédure, c'est effectivement que malheureusement c'est trop tard, qu'on s'est trompé de case, et qu'on est en état de cessation des paiements latents, et qu'il faut passer sur la phase judiciaire. C'est très clair. Merci à tous les deux. Sur juste peut-être en un mot, la différence entre mandat ad hoc, conciliation. J'essaie de me lancer, faire une synthèse là aussi de ce qui est malgré tout un peu complexe, même si ça, comme ça de prime abord, ça n'a pas forcément l'air, mais allez, peut-être en 4 points. Le premier, c'est qu'il y a un socle commun. Il faut se le dire, ce sont des procédures préventives, elles ont un socle commun, qu'on s'est d'ailleurs un peu décrit tout à l'heure, confidentialité, il y a des règles, des comportements de place que les administrateurs judiciaires avons justement mise en œuvre depuis des années avec les partenaires financiers, avec les créanciers fiscaux et sociaux, et ces comportements de place sont à peu près les mêmes en mandat ad hoc et en conciliation. Donc voilà, on a un socle commun qui est le même, on va dire les deux procédures ont des nuances, et c'est là-dessus que je vais intervenir. Le deuxième point, c'est que la conciliation a des effets de levier par l'effet même de certains textes qui n'existent pas en mandat ad hoc. Donc, la conciliation, dans le fond, le président en a cité tout à l'heure, est plus efficace automatiquement que le mandat ad hoc, parce qu'il y a des dispositifs du type délai de grâce, la possibilité d'obtenir et de contraindre un créancier à nous accorder des délais, un créancier récalcitrant qui n'accepterait pas de manière amiable. On ne peut pas le contraindre en mandat ad hoc, alors qu'en conciliation, on peut le contraindre, il y a des dispositions spécifiques pour cela. Ce qu'a dit le président tout à l'heure est très juste aussi. En conciliation, il y a aussi moyen d'incentiver, de motiver un créancier à apporter des fonds nouveaux par le biais d'un privilège qu'on appelle le privilège de conciliation, le privilège de new money. Il y a un certain nombre de leviers. Je pense aussi à la capacité de structurer nos discussions avec nos créanciers dans le cadre de classes de parties affectées, qui est possible en conciliation parce que c'est l'antichambre de la sauvegarde accélérée, ce qui n'est pas possible en mandat ad hoc. Donc, c'est un socle commun, mais il y a quand même des nuances, et il y a plus de leviers en conciliation, y compris des leviers que beaucoup de vos confrères ignorent,
qui sont des petites règles, notamment sur le plan fiscal, pour obtenir des restitutions de créances fiscales. Je pense au carryback, ce qui existe en conciliation, ce qui n'existe pas en mandat ad hoc. Si on va dans la granularité, en réalité, il y a beaucoup de leviers textuels qui existent en conciliation qui n'existent pas en mandat ad hoc. Troisième point de distinction, et ça c'est plutôt à la faveur du mandat ad hoc, le mandat ad hoc est à durée indéterminée, par principe. La loi ne limite pas. Évidemment, parfois les présidents préfèrent limiter dans le temps, mais dans le fond, c'est à la fois une force et un avantage. La conciliation, elle, a une durée limitée, 4 mois plus éventuellement 1 mois. Le mandat ad hoc, ce n'est pas son cas, et on sait que dans le cadre de traitements préventifs, on a besoin de discuter longtemps avec nos partenaires. D'abord parce que finalement, le temps joue en faveur de l'entreprise, parce que pendant ce temps-là, on a mis l'entreprise en position latérale de sécurité et on arrête de la démonétiser en ne décaissant pas un certain nombre de dettes. Et deuxièmement, parce que, vous le savez, on a besoin de temps en temps de faire des points à distance pour vérifier si ce qu'on a projeté est en train de se réaliser. Et ça n'est parfois que sur la base de réalisation que l'on parvient à un accord. Donc, le troisième point, c'est que le mandat ad hoc a un petit avantage, c'est qu'il est à durée indéterminée, il nous permet de gagner du temps, ou d'acheter du temps. Et le quatrième point de distinction entre le mandat ad hoc et la conciliation, c'est que depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, il y a un changement de paradigme absolument sismique qui s'est implémenté dans le droit commun français, qui est que la façon dont on négocie avec les créanciers, à la fois en phase amiable et en phase judiciaire, a été totalement modifiée avec des règles très particulières qui sont techniques et qui nécessitent d'avoir recours à des vrais spécialistes de cette matière. La règle du test du meilleur intérêt, la règle de la priorité absolue, le créancier dans la monnaie, etc., qui sont des implémentations de ce qui existait déjà dans le droit anglo-saxon, en particulier le droit américain, et qui font qu'on ne discute absolument plus de la même manière aujourd'hui, post-ordonnance du 15 septembre 2021, que nous le faisions avant cette ordonnance. On est obligé de considérer les créanciers sous un angle nouveau, sous le créancier qui a la capacité de se faire payer en cas de défaillance, sur le créancier qui a un pouvoir sur les autres créanciers, dès lors qu'on arrive à emporter des règles de majorité pour faire ce qu'on appelle des votes forcés interclasses. Et ces dispositions-là sont ouvertes en procédure de conciliation, puisque la procédure de conciliation est l'antichambre et la procédure par laquelle on doit obligatoirement passer avant d'ouvrir une sauvegarde accélérée pour passer nos accords quand on n'a pas réussi à persuader les 2/3 des créanciers de voter notre plan. Donc on est un peu dans la technique, mais vous voyez, il y a quelques nuances qui n'apparaissent pas nécessairement entre le mandat ad hoc et la conciliation. Néanmoins, et là je parle sous le contrôle du président, très souvent le mandat ad hoc, compte tenu de son caractère très souple, finalement c'est ce que disait le président est très juste, c'est un acte de gestion. Le dirigeant vient demander au président du tribunal d'ouvrir un mandat ad hoc à une finalité qui est bien précise. Le texte, il est très bien fait, c'est-à-dire qu'il laisse au président la possibilité de rédiger en tant que tel quel est le mandat du mandataire ad hoc, quelle va être la mission qui va lui être confiée. Et bien souvent, pour cette souplesse-là, à la fois de délai et de périmètre d'intervention, le mandat ad hoc précède une conciliation, parce qu'il nous permet de préparer les conditions dans lesquelles on va ensuite passer à un accord en conciliation. Donc parfois les deux se complètent. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où le dirigeant de l'entreprise a exprimé sa volonté d'ouvrir une procédure amiable, et à l'issue d'un point qui est fait avec la cellule prévention du tribunal, le choix, il se fait souvent dans un échange avec l'administrateur judiciaire qu'il a choisi, pour partir sur les effets attendus, par rapport aux effets attendus, au délai, à la situation de l'entreprise et tous ces paramètres, de partir plutôt sur un mandat ad hoc ou sur une conciliation, voilà, sur des différences qui sont relativement ténues finalement. Ce qu'il faut retenir quand on est dirigeant d'entreprise ou quand on est expert comptable et conseil du dirigeant, c'est que le bon choix sera effectué dans le cadre des échanges avec l'administrateur qu'on aura choisi, le cadre le plus efficace. Et effectivement, si on a besoin de temps, on choisira un mandat ad hoc. Si on a besoin de négocier un PGE, on choisira une conciliation, puisque dans ce cadre-là, BPI maintient sa garantie, en tout cas pour les PGE de plus de 50 000 € de capital restant dû. Donc voilà, c'est effectivement difficile de faire le tour et un peu fin, mais pour être simple, ce choix se fera en fonction du dossier et dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Je me permets de rebondir juste une seconde sur les mots du président, parce que c'est très juste et c'est, je pense, important pour vos confrères experts comptables. Ce qui est presque le plus important dans l'ouverture d'une procédure amiable,
c'est ce que le président décrivait, c'est l'espèce de séance de brainstorming, de travail collectif avant même l'ouverture de la procédure, pour essayer de déterminer quelle est la bonne procédure dans laquelle on va trouver les bons leviers pour aller trouver des solutions. Et là, l'expert comptable a un rôle tout à fait déterminant. Quand il a suffisamment anticipé, quand il a pu être entendu par son client et qu'il a pu anticiper, et qu'il est allé voir le président, et que autour du président ou autour de l'administrateur judiciaire se crée une petite task force d'experts qui sont capables de réfléchir aux différents leviers, c'est là où finalement on arrive à décrire une stratégie fine de procédure, en se disant je vais rentrer à tel moment dans telle procédure pour tel levier, et ensuite on va peut-être devoir basculer dans telle autre procédure parce qu'elle va nous donner telle visibilité ou tel autre levier. Et là, l'expert comptable, il a vraiment un rôle tout à fait déterminant, parce que c'est lui qui donne l'information financière dont on a besoin pour poser un diagnostic, c'est lui qui nous donne la prévision dont on a besoin pour se dire quels vont être les effets de levier. Et donc il fait partie de cette espèce de petite force rapprochée autour du dirigeant, autour d'une entreprise, qui est absolument indispensable de mettre en place dès le début pour créer finalement les conditions d'une discussion dans laquelle on va retrouver la confiance des partenaires financiers et surtout se diriger dans la bonne direction. Et finalement, quand on regarde bien, à la fois dans ces procédures amiables et si on va dans des situations plus compliquées, dans les procédures judiciaires, l'expert comptable a un rôle majeur. Systématiquement, il a un rôle majeur. Quand il peut l'exercer, quand on lui donne les moyens de l'exercer, le temps et la compétence dont il dispose en interne, alors il est un des éléments pivots de la discussion. Pour peu que chacun reste bien dans son bassin de nage, ce que j'ai l'habitude de dire, personne ne doit nager en diagonale, ça crée des effets de bord qui ne sont jamais très bons. Chacun dans son bassin de nage a un rôle fondamental. Et l'expert comptable, c'est le mieux placé pour nous permettre de faire l'analyse, c'est le mieux placé pour permettre à tous de se projeter, pour peu qu'il arrive à rentrer dans la compétence de son cabinet, de celle de ses équipes, l'information qui est liée à la procédure amiable ou la procédure collective. Donc ça nécessite effectivement pour certains d'entre eux de se former. Peut-être parfois, ce qu'on s'est dit aujourd'hui n'est pas connu de certains experts comptables. Donc il faut vraiment se former, se sensibiliser à ça. Et une fois qu'on a des équipes compétentes, et je pense que c'est même dans les cabinets, c'est des opportunités. C'est des opportunités d'activité qui sont très satisfaisantes parce qu'on participe à la sauvegarde d'un opérateur économique, on préserve finalement son client. Quand on est expert comptable, ça permet de donner une autre visibilité que d'attendre le dernier moment et de laisser l'entreprise aller en liquidation judiciaire en étant soi-même pas réglé, etc. Ça permet aussi finalement d'interagir avec tout un tas d'interlocuteurs, la juridiction, l'institution, les administrateurs judiciaires, les créanciers. Ça permet de se mettre au cœur des discussions en produisant la matière sur laquelle on va rechercher un accord. Ça permet de venir tangibiliser les demandes. Donc sans le chiffre de l'expert comptable, de toute façon, il ne se passe rien. Et c'est jamais sur la bonne tête d'un dirigeant ou sur les affirmations d'un administrateur judiciaire qu'on passe un bon accord. C'est sur de la documentation financière de qualité, vérifiée, auditée, challengée de temps en temps par les interlocuteurs. Donc, voilà. Et même quand on va, pardon, je suis beaucoup trop long, mais même quand on se dirige vers une procédure judiciaire, là aussi l'expert comptable a un rôle majeur. Quand il peut être rémunéré, quand il peut aussi avoir les équipes à se mobiliser dans cette séquence très particulière où il faut aller vite, il vient vérifier le passif. Aujourd'hui, la loi permet d'arrêter des plans sur des passifs qui sont attestés par l'expert comptable. C'est une novité, c'est aussi de l'ordonnance du 15 septembre 2021. C'est un rôle majeur, il vient presque supplanter d'une certaine manière le passif judiciaire. Il vient nous dire, passif comme ça, vous pouvez commencer à arrêter votre plan sur la base d'un passif que j'évalue. Les prévisions, c'est toujours celle de l'expert comptable. Les BP, c'est l'expert comptable. Les optimisations de discussion qu'on a avec les créanciers, nous en tant qu'administrateurs judiciaires, sur les taux, sur les délais, sur les remises, finalement, elles se traduisent dans des comptes ou des prévisions de trésorerie qui sont dressées par l'expert comptable. Là aussi, il y a un travail conséquent à réaliser. La présence aux audiences, le président en parlait tout à l'heure, la présence au rendez-vous, c'est des éléments sur lesquels les experts comptables doivent rester au cœur de la discussion. Avec évidemment les professionnels autour, du chiffre ou de la défaillance que nous sommes. Mais tout ça, c'est une histoire d'équipe. Chacun doit avoir son rôle et l'expert comptable a un rôle central. Je pense que le président ne dira pas le contraire.
Et sans vouloir déterrer l'âge de guerre entre les avocats et les experts comptables, effectivement, on a des avocats ou des cabinets d'avocats spécialisés dans la restructuration ou dans les entreprises en difficulté. Il y a effectivement un champ d'action important pour les experts comptables. On peut imaginer que, en tout cas dans les plus grands cabinets ou dans les mieux structurés, on ait une équipe, une task force d'experts comptables spécialisés en la matière et qui peut accompagner efficacement les organes de la procédure, en procédure collective comme en prévention. Et ça devient d'ailleurs une spécialisation comme il peut y en avoir d'autres, et avoir aussi être capable de dire que finalement je ne suis pas spécialiste du domaine, mais j'ai un confrère qui est capable de porter ces sujets-là. Voilà, toujours pour mettre la profession au cœur de l'accompagnement de ces entreprises. Je retiens de cet échange, et notamment sur les procédures amiables, plusieurs choses. D'abord, une procédure amiable, 90% de chances de succès. Nécessité d'anticiper. Je pense que c'est un point qui est essentiel parce que finalement l'anticipation des difficultés, elle commence quand tout va bien. Être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, et l'expert comptable a un rôle fondamental à jouer dans ce cadre-là. Si on n'est pas capable de payer ses conseils, c'est qu'on n'est pas dans la bonne procédure. Une procédure amiable, il faut être capable de pouvoir le faire. Petite parenthèse là-dessus, je pense qu'on a un rôle, nous aussi, en tant qu'expert comptable, important à se faire payer au bon moment. C'est pas rendre service aux dirigeants que de faire la banque, c'est pas notre rôle. Plus les difficultés vont arriver, plus le dirigeant aura besoin de son expert comptable. Donc n'allons pas nous créer finalement cette distorsion et cette mode de fonctionnement avec le dirigeant, parce que c'est pas lui rendre service. Et enfin, je retiens une chose que je trouve qui résume bien la situation, c'est être capable d'acheter du temps. Ces procédures-là aussi nous offrent cette opportunité. De même que financer ce qui est finançable, le faire au bon moment. Voilà, pour toujours avoir un coup d'avance et en tout cas reporter au maximum le moment où les difficultés arriveront. Il y a par contre des situations où malheureusement la procédure amiable n'est pas la bonne. Il faut passer sur une procédure judiciaire. Si on a aujourd'hui, et vous l'évoquiez, la sauvegarde et le redressement judiciaire, si déjà on fait un petit focus sur ces deux procédures-là, la différence entre les deux, on l'évoquait avant cet entretien, de dire que la sauvegarde aujourd'hui était un outil peu utilisé, peut-être pourquoi, et qu'est-ce qui différencie notamment ces deux procédures, peut-être quelques chiffres également, pour parler des procédures judiciaires. Alors vous me prenez de court sur les chiffres de la sauvegarde. Ce qui est sûr, c'est qu'on en ouvre très peu, pour cette imprécision, mais on ouvre très peu de sauvegardes, en tout cas au tribunal de commerce de Rennes, mais dans tous les tribunaux de commerce dont je suis les chiffres. Il y a une raison probablement principale, c'est que la sauvegarde n'est pas confidentielle, au contraire des procédures de prévention, et c'est souvent un frein très important pour le dirigeant de l'entreprise, et on le comprend, qui fait qu'on préfère, quand les conditions sont réunies, ouvrir une prévention plutôt qu'une sauvegarde. La deuxième chose, c'est que entre sauvegarde et redressement judiciaire, on ne peut ouvrir de redressement judiciaire que si on n'est pas en état de... l'état de cessation des paiements implique immédiatement l'état de redressement judiciaire, donc on ne peut pas ouvrir de sauvegarde dans ce cadre-là. Donc ça, voilà, c'est une dimension procédurale qui est incontournable. La différence entre les deux, c'est cessation de paiement, dans un cas et pas dans l'autre. Oui. Très bien. Et donc à ce moment-là, en fait, finalement, la sauvegarde, le choix de la sauvegarde, on peut s'interroger en se disant, est-ce que je passe par une procédure amiable, mandat ad hoc ou sauvegarde ? Finalement, on est un peu dans ce... Et quand c'est possible, on privilégiera toujours plutôt la procédure de prévention qui maintient la confidentialité des échanges. Et effectivement, la publication d'une ouverture de sauvegarde, bon an, mal an, aura des conséquences négatives sur la réputation de l'entreprise, sa réputation auprès de ses clients, auprès de ses fournisseurs, auprès de ses salariés, puisque... les salariés sont évidemment partis à la procédure collective, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas beaucoup parlé de l'aspect de la confidentialité, mais sur les procédures de prévention, elle est totale. C'est-à-dire que même le dirigeant d'entreprise, en principe, n'a pas le droit de l'évoquer. Sont dans la confidence ceux qui sont autour de la table, l'expert comptable, éventuellement le DAF ou le responsable comptable, parce qu'évidemment, ça paraît indispensable. Et j'explique toujours aux dirigeants, lors des rendez-vous de prévention, ça ne veut pas dire que personne sera au courant, parce que rien que ces personnes, ça représente déjà du monde, mais ça veut dire que vous, dirigeants d'entreprise, vous maîtrisez la communication. Maîtriser la communication, ça veut dire, selon ma culture d'entreprise, selon la confiance que j'ai en mes managers, selon
l'histoire de mon entreprise, je décide moi d'en parler, alors soit juste à mon DAF, parce qu'il sera concerné, soit à mon comité de direction, soit, pourquoi pas, on a des dirigeants d'entreprise qui réunissent leurs salariés dans une menuiserie de 30 personnes en disant voilà, vous voyez bien que le carnet de commandes diminue, vous voyez bien que je n'ai pas remplacé tel camion, vous voyez bien que c'est un peu tendu, j'ai pris des décisions, on a ouvert un cadre de négociation très favorable, très privilégié, on a ouvert un mandat ad hoc, une procédure de conciliation, mais ça, c'est aux dirigeants d'entreprise de maîtriser sa communication. En principe, encore une fois, il n'a pas le droit d'en parler. Mais il vaut mieux parfois maîtriser sa communication que de subir la rumeur qui « je t'ai vu sortir du tribunal de commerce » ou « ma belle-sœur t'a vu sortir du tribunal de commerce, ça y est, t'as planté la boîte ». Voilà. La communication va beaucoup plus vite si on ne la maîtrise pas et surtout avec des effets bien plus délétères. Mais cet aspect de confidentialité, évidemment, c'est un élément clé qui est en faveur de la procédure de prévention au détriment de la sauvegarde, même si la sauvegarde préserve tout son intérêt, si la difficulté est liée à un facteur exogène, anticipé, sur une entreprise très structurée, et puis voilà, la publication des jugements d'ouverture est plus ou moins, dégradera plus ou moins l'entreprise selon son secteur d'activité et la clientèle à laquelle elle s'adresse. Si on parle de la distribution, voilà, quand on s'adresse à une clientèle B2C, peu importe le consommateur, tant qu'il trouve ses produits, peu lui importe de savoir si l'entreprise est en sauvegarde, en procédure collective ou en prévention. Il en va différemment en B2B. Okay. Si on synthétise peut-être sur la question que vous avez posée, effectivement, pourquoi statistiquement finalement la sauvegarde est un échec, parce que c'est un échec. La loi a 20 ans, on va fêter bientôt les 20 ans de la loi. Et pour autant, c'est dans les mois qui viennent, parce que c'est une loi de juillet 2005, la sauvegarde. Ce qui devait être quand même une innovation fondamentale. On avait copié, souvenez-vous, le Chapter 11 anglo-saxon, l'anticipation, etc. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et en plus, les choses se sont aggravées, je vais vous dire pourquoi. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, c'est les effets négatifs d'une procédure collective sans avoir les leviers du redressement judiciaire. En fait, finalement... en termes de communication, comme le disait le président, on est obligé d'expliquer qu'on a recours à une procédure de sauvegarde et de dire à ses créanciers qu'on ne les paye pas, alors qu'on n'est soi-même pas vraiment en difficulté, puisqu'on n'est pas encore en état de cessation des paiements, et on n'a pas tous les leviers qui permettent d'aider l'entreprise en phase de défaillance. L'AGS n'intervient pas pour prendre en charge les salaires avant l'ouverture de la sauvegarde, alors qu'en redressement judiciaire, l'AGS intervient. En sauvegarde, il n'y a pas de possibilité de faire un plan social en dehors du droit commun, ce qui n'est pas le cas en redressement judiciaire. Les indemnités de fin de contrat en cas de PSE ne sont pas prises en charge par l'AGS en sauvegarde, ce qui est le cas en redressement judiciaire. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc en fait, dans un SWOT, on a tous les risques ou tous les effets négatifs, mais on n'a pas les bénéfices du redressement judiciaire. Et la situation s'est encore aggravée récemment par l'ordonnance du 15 septembre 2021, où finalement on avait encore quelques petits effets qui était plus favorable à la sauvegarde par rapport au redressement judiciaire, qui était un peu favorable, qui était notamment celui que les dirigeants, personnes physiques, qui étaient caution ou garants de dette de l'entreprise, en sauvegarde étaient mieux traités qu'en redressement judiciaire. Mais aujourd'hui, finalement, le régime a été aligné en sauvegarde et en redressement judiciaire. Donc aujourd'hui, en redressement judiciaire, le dirigeant est protégé de la même manière qu'en sauvegarde. Donc le seul petit intérêt qui motivait, qui incentivait les dirigeants à aller un peu en sauvegarde, il n'existe plus aujourd'hui quand on fait la comparaison avec le redressement judiciaire. Et en plus, il y a encore un sujet complémentaire, c'est que la sauvegarde maintenant est limitée à 12 mois, alors que le redressement judiciaire, si vraiment on a besoin, on peut aller jusqu'à 18 mois. Donc quand on fait le bénéfice-risque, en réalité, en sauvegarde, on a beaucoup d'effets négatifs, et on n'a pas énormément d'effets de levier automatiques, alors qu'en redressement judiciaire, on a les mêmes effets négatifs, même si le terme est un peu plus connoté défaillance. Mais là, on a réellement toute la capacité à passer les axes de restructuration judiciaire qui n'existent pas en sauvegarde. Donc statistiquement, dans le fond, il serait très surprenant qu'on ait une inversion de tendance, que la sauvegarde retrouve finalement de l'intérêt. Comme l'a très bien dit le président, c'est limité à certains sujets, certains traitements bien particuliers, quand un marché est en train d'évoluer, qu'on a encore beaucoup de fonds propres, qu'on n'a pas beaucoup à restructurer l'entreprise, qu'on a un sujet de dette bien particulier. Et encore que, comme le disait très pertinemment aussi le président Villeroy de Gallo, en réalité, on va traiter le sujet de dette, on va le traiter en procédure amiable plutôt que le traiter en sauvegarde. Donc la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? L'opérateur tente la procédure amiable, cherche à traiter son sujet de dette, et s'il n'y parvient pas, à ce moment-là, il se dirige vers une phase de redressement judiciaire parce qu'il va trouver plus de leviers qu'en procédure de sauvegarde. Donc la sauvegarde va probablement rester un peu une tête d'épingle.
Peut-être sur une typologie d'entreprise qui a un marché plutôt B2C, moins sensible finalement à l'ouverture d'une procédure et puis même pas regardant, et éventuellement avec des fournisseurs qui seraient fidèles ou susceptibles de poursuivre l'activité dans un contexte comme celui-ci. À condition que notre sujet soit un sujet de dette, Oui. et que de traiter le sujet de dette en sauvegarde n'emporte pas des effets de bord. Vous voyez, par exemple, souvent on se pose la question quand on discute sur un groupe en amiable et qu'on a une dette structurée, notamment dans une holding, voilà, et on n'arrive pas à l'amiable à traiter la dette structurée. Souvent on se pose la question, est-ce que dans le fond, les partenaires financiers ou les autres créanciers refusant les restructurations sur la dette senior, par exemple, on se pose la question, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de mettre la holding en sauvegarde et la société d'exploitation, on la maintient in bonis sans avoir recours à la procédure. La plupart du temps, c'est compliqué de faire les choses sous cette séquence-là, parce que la société d'exploitation, le sous-jacent économique, très souvent est financé par les mêmes partenaires financiers. Donc vous pouvez difficilement expliquer à un partenaire financier qui a refusé vos propositions de restructuration à l'amiable, donc volontairement il a refusé, de lui dire que finalement on va traiter peut-être plus durement encore sa situation à lui en tant que créancier dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, en mettant la holding en procédure de sauvegarde, tout en lui demandant de maintenir ses concours sur la société d'exploitation. Les deux sont liés. Donc si on se dit comme ça, on va réfléchir stratégiquement à ouvrir une sauvegarde sur la holding, la plupart du temps on expose la société d'exploitation à ouvrir aussi une procédure judiciaire, probablement une sauvegarde, ou mieux un redressement judiciaire. Donc le vrai constat c'est ça, c'est soit on traite la difficulté en procédure amiable quand elle est anticipée, on trouve un accord, soit au contraire on bascule en procédure judiciaire, et la plupart du temps quand on est à cette situation là, c'est qu'on a besoin des leviers de redressement judiciaire, avec la bonne nouvelle que le redressement judiciaire protège maintenant les dirigeants, personnes physiques, des garanties qu'ils ont délivrées. Ça c'est nouveau, et il faut que ça rentre bien dans les esprits, parce qu'on est resté beaucoup, certains sont beaucoup restés sur la période antérieure où finalement il y avait un intérêt pour le dirigeant à aller en sauvegarde. Et alors parce que quand on est en sauvegarde, on a généralement un plan comme dans le cadre d'un redressement judiciaire sur 9 ans, 10 ans. Là où dans le cadre d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc, l'accord qui pourrait s'opérer avec les différents partenaires, notamment financiers, on est sur des accords qui sont tout autres, non ? Ou qui peuvent s'étendre Oui, effectivement, sur des délais qui sont plus courts. L'efficacité des procédures amiables, c'est que tous ceux qui sont autour de la table n'ont qu'une idée en tête, c'est de sauver l'entreprise. Et c'est de surtout pas basculer ni en sauvegarde, ni en redressement judiciaire. Ça veut dire que si, effectivement, les négociations n'aboutissent pas en matière de prévention, c'est que c'était trop tard, ou que le dossier est suffisamment compliqué pour que, malheureusement, on bascule directement sur le redressement judiciaire sans passer par la sauvegarde. En réalité, la fenêtre de tir sur la sauvegarde est très technique. Là, on a utilisé sur un gros dossier très récemment, mais c'est vraiment du très spécifique pour mobiliser les organes de la procédure au moment où on en a besoin, mais ça reste de l'ingénierie du restructuring associé à de la procédure judiciaire, mais ce sont vraiment des cas très particuliers. Pour les clients de vos adhérents, la question c'est plutôt est-ce que je rentre dans les critères de la prévention, est-ce que j'ai suffisamment anticipé, et si oui on ouvre en prévention, et si on n'a pas assez anticipé, globalement il faut penser redressement judiciaire. La sauvegarde reste un cas très particulier. Ok. Je pense à un point qui était en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, Yvan, très justement en faisant la synthèse de, si j'ai bien compris, les leviers, etc. Et puis vous dérouliez comme ça l'intérêt de chacune des procédures et la position de l'expert comptable par rapport à chacune des procédures. Il y a peut-être un intérêt complémentaire qu'on n'a pas peut-être suffisamment abordé, qui est celui aussi de la responsabilité. L'expert comptable, aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que la jurisprudence tend à exposer les conseils traditionnels de l'entreprise qui n'auraient pas prodigué des conseils d'anticipation aux dirigeants, tend à les exposer à des responsabilités. Pourquoi ? Parce que là aussi, le paradigme a été renversé. Le législateur veut pousser les entreprises à avoir recours aux procédures amiables. Et aujourd'hui, quand on ouvre une procédure collective, d'ailleurs, le tribunal doit vérifier, en principe, que la procédure amiable n'était pas possible. Donc vous voyez, on a changé le paradigme. Et dans cet esprit-là, on voit apparaître de plus en plus de décisions de justice qui sont responsabilisantes pour les conseils, experts comptables et avocats, qui n'auraient pas délivré la bonne information à l'entreprise au bon moment pour lui permettre d'avoir recours à la procédure amiable. Donc il n'y a pas juste un enjeu de se dire on va essayer de préserver aussi la relation avec notre client et puis son écosystème. Il y a aussi l'enjeu pour les cabinets d'expertise comptable que de délivrer la bonne information suffisamment tôt
pour pouvoir aller persuader le dirigeant ou tenter de le persuader, au moins écrire qu'on a fait cette démarche, du fait qu'il peut y avoir recours à des procédures amiables et qu'il faut y réfléchir en amont. Ça, c'est très important. Et le deuxième point qui est important, et ce qui ressort aussi beaucoup des dossiers qui passent entre nos mains ou des jurisprudences qu'on voit passer, c'est que il faut, quand on est expert comptable, être très attentif à ce que le dirigeant, on ne le laisse pas se fourvoyer vers un certain nombre d'interlocuteurs qui peuvent parfois pas forcément être les bons au moment de l'anticipation de la défaillance, qui peuvent être parfois de bonnes intentions, mais qui n'ont pas ni la connaissance, ni le levier, etc., ni la pratique. On voit, je pense, le président le remarque, trop souvent d'entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent finalement, pendant des mois, on a essayé de négocier avec avec tel créancier public, avec tel interlocuteur public, avec tel médiateur, etc., ou telle consultation de coin de comptoir, et au final, ça n'a rien donné, et ils perdent un temps précieux, ils dégradent la valeur vis-à-vis de leurs interlocuteurs financiers qui perdent la confiance, et là où l'expert comptable est un professionnel du chiffre, il faut que le plus tôt possible, il s'entoure d'autres professionnels, dont, là je parle pour ma paroisse, dont les administrateurs judiciaires, et qu'il aille chercher les bons conseils au président du tribunal pour anticiper et pour que cette période si précieuse là de quelques semaines ou quelques mois, parce qu'en défaillance, les jours comptent comme des semaines ou des mois dans d'autres dossiers, ne soit pas perdue finalement auprès d'interlocuteurs qui n'ont pas la capacité de traiter l'intégralité de la difficulté. De temps en temps, un créancier public va avoir la possibilité de donner un peu de délai. Mais très souvent, ce n'est pas le seul problème. Il faut aller voir le sous-jacent économique, il faut traiter le sous-jacent économique, il faut traiter la dette privée, il faut traiter les fournisseurs, il faut assurer les assureurs crédits pour que les ratings ne se dégradent pas. Et donc, pour avoir une vision globale, le seul endroit où il faut se diriger, c'est dans le bureau du président du tribunal de commerce, et c'est dans le cadre d'une procédure amiable, parce que les leviers juridiques existent, et les bons professionnels sont là pour traiter. L'expert comptable a son rôle, là justement, pour que les dirigeants n'aillent pas se fourvoyer dans des mauvaises directions. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, je provoque, et attention à votre réponse, mais je compte sur votre dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que les experts comptables aujourd'hui sont suffisamment présents dans le cadre de ces procédures? Est-ce que vous en attendez plus aussi de la profession? Quelle est votre perception des choses? Je vous donnerai la mienne après. Oui, je vais vous dire. Je pense que, on pourrait distinguer 3 temps où l'expert comptable pourrait être peut-être encore plus présent ou encore plus pertinent qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Le temps d'avant, l'anticipation avant la défaillance, pendant et après. Après, on va dire les choses simplement, c'est une fois que le plan est arrêté, une fois l'accord. En fait, il y a du travail à produire qui est très intéressant, qui est de vérifier, de faire des compères si les objectifs sont atteints. Dans le cadre des mandats à l'exécution de l'expert comptable, de l'accord, l'expert comptable a un rôle très important pour vérifier si les accords qu'on a signés sont tenus, si les objectifs sont atteints, etc. C'est le temps de l'après. Mais le temps le plus important, c'est le temps de l'avant, c'est-à-dire l'anticipation. Et là, je pense que l'expert comptable, d'une manière générale, et vous l'avez dit, et c'est ce qui a fait qu'il y a des experts comptables un peu spécialistes de la matière qui sont venus occuper le terrain. L'expert comptable n'a parfois pas le temps, pas la capacité, pas l'équipe de se former sur quelles sont les procédures, où situent précisément les leviers, etc. Imaginez qu'il y a des 3e cycles auxquels dans lesquels on rentre quand on a 1 ou 2 masters de droit qui affectent 600 heures de cours rien qu'au traitement de la défaillance de l'entreprise. Donc se dire que en 5 heures de formation ou en lisant un article une fois de temps en temps sur ces sujets-là, ça suffirait, pas tout à fait. Et donc il faut aller chercher la formation, je pense, et ça, je pense que l'ordre est bien placé pour délivrer ce type d'informations. De temps en temps, on fait des formations, le président se mobilise, on a été beaucoup prêcher la bonne parole aussi les uns les autres, mais il faut aller chercher de la compétence, sinon vous vous exposerez soit à être un peu en contretemps, en post-combustion, à laisser les trains passer devant vous, soit à finalement pas aller valoriser cette matière-là et la laisser à d'autres. Et c'est dommage. Et sachez que sur ces marchés-là, il y a aussi des consultants qui sont des non-professionnels qui viennent occuper ce marché. Et c'est pas simple parce qu'ils n'ont pas la compétence. Ils racontent parfois des choses qui ne sont pas vérifiées, qui n'apportent pas la confiance, etc. Et ils font perdre beaucoup de temps et ils font beaucoup de dégradation dans les entreprises qui ont recours à ces amateurs. Et donc il faut que les experts comptables aillent se former pour occuper le terrain de l'anticipation, de la prévention, en particulier pour gérer leurs responsabilités aussi.
Et le temps du traitement de la difficulté, quand on est soit en procédure amiable, en cours de procédure amiable ou en cours de procédure collective, là aussi, il faut pouvoir occuper le terrain, il faut répondre aux besoins, et ce sont des besoins qui sont exprimés par le tribunal, qui veut des situations de trésorerie à chaque audience, qui veut des business plans qui soient bien montés, qui veut de la granularité. Imaginez même que quand on cherche des repreneurs en plan de cession, là, il y a un vrai marché aussi pour les experts comptables que d'accompagner les entreprises qui s'intéressent aux entreprises qui sont en difficulté et qui cherchent à se vendre à la barre du tribunal. Parce que quand on fait une offre, il faut que le repreneur il arrête un BP précis, qu'il explique quel est son tableau de flux, comment il va apporter, quelles sont ses ressources, comment il va les affecter, etc. Et là, il y a de la documentation financière de qualité qui est sollicitée par la loi et que le tribunal regarde avec beaucoup d'attention. Donc, je pense que avant, pendant et après, l'expert comptable a un vrai rôle à jouer pour peu qu'il puisse se former des équipes compétentes et intervenir aux côtés des autres professionnels. Et le rôle de l'expert comptable, il est aussi de bien préparer l'ouverture d'une procédure, ça se prépare. Est-ce que vous partagez ce constat en tout cas de se dire qu'il faut préparer l'ouverture d'une procédure, c'est que ça s'anticipe en fait en quelque sorte. Oui, il y a des conditions de réussite d'une procédure amiable. Pour faire très très simple, mais on reçoit des chefs d'entreprise qui ne sont pas toujours très très affûtés sur le plan de la gestion. On a tout le paysage, donc j'essaie souvent d'être assez pédagogue. Il y a deux conditions de réussite pour une mesure de prévention. C'est il faut qu'il y ait quelque chose à négocier, il faut qu'il y ait une dette. Et on voit parfois des chefs d'entreprise qui arrivent exsangues en disant « Ah, j'ai tout payé, je suis à jour, je ne dois plus rien à personne. » Mais il n'a plus un rond et il est souvent dans un état de tension extrême. Ça, c'est pas le bon dossier, c'est pas la bonne attitude à avoir, et ça, l'expert comptable doit pouvoir informer son client sur ce sujet. Il faut qu'il y ait effectivement un effet de levier attendu de la négociation, c'est-à-dire le plus souvent une dette bancaire, PGE ou pas, court terme, long terme, peu importe, mais en tout cas, il faut qu'il y ait effectivement quelque chose à négocier dont on sait qu'un an, 2 ans de décalage, une évolution de l'organisation des remboursements, etc., donne le petit souffle d'oxygène nécessaire pour passer le cap. Donc ça peut être une dette bancaire, ça peut être une dette fiscale ou sociale, n'ayons pas peur de le dire, mais de même qu'il y a de l'argent public dans toutes les entreprises aujourd'hui, avec le PGE, avec France Relance, avec la région, etc., ben, il y a souvent de l'argent public dans les entreprises en difficulté parce que le premier qu'on ne paye pas, souvent après son expert comptable, c'est le trésorier payeur général. Ça va changer, ça. Et c'est l'URSSAF. Ça fait partie des éléments de la discussion, de la négociation, et ça fait partie des conditions de réussite, et l'écosystème le sait. Alors évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment, et ça, l'expert comptable est bien placé pour conseiller son client là-dessus, mais, je le dis avec prudence, mais constituer à certaines conditions un petit passif fiscal, social, lorsqu'on anticipe l'ouverture d'une procédure de prévention amiable, ça n'est pas interdit et ça peut même parfois être conseillé. La deuxième condition de réussite d'un mandat de prévention, c'est qu'il faut que l'exploitation soit rentable ou le devienne à court terme, éventuellement à l'aide des effets de levier attendus des négociations. Mais une entreprise dont on ne voit pas comment elle pourrait revenir à la rentabilité, y compris en bénéficiant de mesures de renégociation de sa dette, globalement, c'est voué à l'échec. Et parfois, il vaut mieux conseiller aux dirigeants d'entreprise, avec l'aide de son expert comptable, de prendre conscience de cette réalité et puis basculer malheureusement en procédure collective. Puisque c'est important collectivement, pour que ces mesures de prévention restent efficaces, eh bien, il faut que leurs résultats soient très positifs, et moi je veux pouvoir annoncer ce chiffre de 90-10 encore longtemps. Ça suppose de ne pas ouvrir quand les conditions de réussite, donc un vrai effet de levier de la dette et une exploitation rentable, soient réunies. Donc payer tous ces fournisseurs, toutes ces dettes fiscales, sociales avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une erreur. C'est pas forcément de la bonne gestion. Voilà, donc ça s'anticipe à nous aussi d'avoir ce rôle de conseil auprès du dirigeant pour finalement mettre toutes les chances de côté pour que cette procédure, on puisse en sortir par le haut et surtout que le dirigeant puisse
assurer la pérennité de son entreprise et le maintien des salaires et donc la rémunération des familles derrière également. Voilà. Quasiment pour chaque procédure, il y a presque un vade-mecum pour chaque procédure, qui n'existe pas, mais qu'il faut créer, constituer comme un canevas en réfléchissant. Et ce que très bien dit le président, c'est qu'il y a 3 facteurs clés en réalité sur les procédures amiables, mais on pourrait le dupliquer sur les collectives. C'est l'anticipation, et là, l'expert comptable a son rôle, on l'a dit. Le deuxième facteur clé, c'est la compétence, et là, il faut créer une équipe, et dans l'équipe, l'expert comptable a un rôle majeur. Et le troisième facteur, après la compétence, c'est la confiance. C'est la capacité qu'on a à redresser les asymétries de compréhension. Et la confiance, c'est quoi? C'est du juridique, c'est une décision de justice, c'est la présence du président qui rend une ordonnance et qui donne un cadre sécure pour discuter. C'est aussi, évidemment, la qualité de la documentation financière. Donc en fait, sur les 3 points clés, l'expert comptable a un rôle à jouer, en équipe avec les autres. Anticipation, compétence, confiance. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a encore le temps d'acheter du temps, pour chaque procédure, dans la petite séance de brainstorming, qui est une séance active, d'analyse des chiffres, d'analyse de la compréhension opérationnelle, sociale, commerciale, internationale, etc. Dans ces séances-là, on arrive à arrêter les vade-mecum pour se diriger dans les bonnes conditions, dans la bonne procédure. Et ensuite, mettre en œuvre les bons leviers. Ok, merci à tous les deux. Peut-être un dernier mot plutôt sur la conjoncture actuelle. On nous annonçait un raz-de-marée, une année 2025 catastrophique. Quelle est la réalité finalement du marché? Alors, on est loin du raz-de-marée. On nous annonce effectivement la vague de la faillite ou le raz-de-marée depuis 18 mois. C'est pas le cas aujourd'hui. Certes, les procédures collectives sont en augmentation. En 2023, on a ouvert 30% de procédures en plus. Mais elles sont en baisse de façon un peu contre-intuitive en ce début d'année. On a eu 5 mois de baisse consécutive, novembre, décembre, janvier, février. Et elles ont augmenté un petit peu en mars, mais à fin mars, on est à moins 17% par rapport à l'année dernière, sur un historique qui était relativement haut quand même. On est à moins 17% d'ouverture de procédures collectives. Mais ça concerne des entreprises un peu plus importantes, puisqu'on est à 5 salariés en moyenne, là où en 2023, on était à 2 salariés et demi. Donc ça, c'est plutôt un facteur moins favorable. Et je vois comme un élément très favorable le fait que nous soyons à 30% d'ouverture de procédures amiables de plus que l'année dernière. Alors ça veut dire, si on est pessimiste, que les entreprises vont moins bien. Si on est optimiste, ça veut dire que ces dispositifs de prévention sont mieux connus, collectivement, mieux mis en avant, et que, effectivement, compte tenu des résultats qu'on obtient en prévention, ce sera pour le bénéfice global de l'économie. Merci beaucoup. Maître Merli, peut-être un mot pour conclure et sur votre sur un mot à destination des experts comptables dans le cadre du traitement des entreprises en difficulté ou de la prévention surtout. Dans la suite directe de ce qu'a dit le président, on est effectivement dans une situation conjoncturelle qui est un peu en mi-teinte, où il faut être particulièrement prudent parce que finalement on opère en mode dégradé depuis 2020. Moi, je disais déjà en 2022, il n'est pas commode de sortir de ce que j'ai appelé le Q-mode. Et le Q-mode, au début, on avait mis un D, puis finalement, on en a mis 3. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Q-mode, c'était Covid, Ukraine, Moyen-Orient et dette. Et dans la dette, il y avait la dette souveraine, les dettes souveraines et les dettes de PGE. Et depuis, on a rajouté la dissolution. Donc, on a rajouté un deuxième D, qui a quand même été comme une panne d'électricité dans le déroulement d'une série Netflix, d'une mauvaise série Netflix, parce que depuis 3 ans ou 4 ans, on vivait déjà en mode dégradé. Et aujourd'hui, on rajoute un autre D, qui est celui des droits de douane. Et donc, globalement, on est dans une séquence où, si on regarde bien, depuis 2020, on est en mode dégradé. Donc, il faut être particulièrement prudent. Mon message aux experts comptables, c'est plus que jamais, soyez très proches de vos clients. Mettez bien, certains le font, les indices d'information pour remonter les signaux faibles régulièrement et pour pouvoir anticiper. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais, c'est à la fois en ombre et lumière. On voit que de plus en plus de dirigeants et d'experts comptables s'intéressent aux mesures anticipatives de prévention. On fait beaucoup de rendez-vous pour analyser les situations. Et je pense que c'est en train de rentrer aussi, compte tenu de la situation, chez les experts comptables, dans l'idée que se diriger vers une procédure anticipative
c'est accompagner le bon acte de gestion au bon moment, plutôt que d'attendre, et plutôt que de se dire finalement on laisse les choses se faire et on laisse l'entreprise se diriger vers une procédure judiciaire, ce qui est souvent, comme l'a très bien dit le président, statistiquement un mauvais choix. Et donc la situation est dégradée, comme on se le dit, il faut rester très prudent, mais dans le fond, les pratiques sont en train d'évoluer, et celles des experts comptables les premiers. Je pense qu'en se formant, à nouveau pour ceux qui ne le sont pas encore, et avec les bons réflexes d'anticipation, on fait un bon travail collectif, avec des statistiques qui sont aussi satisfaisantes que celles que le président a indiquées, qu'on observe aussi peu ou prou dans notre étude. Merci beaucoup. Président, peut-être les mots de la fin à destination des experts comptables. On apprécie beaucoup quand l'expert comptable est présent au rendez-vous de prévention. Il est souvent présent. Alors pour ne pas brosser dans le sens du poil, il faut dire aussi que parfois on entend des dirigeants d'entreprise nous dire « mon expert comptable m'a dit de ne pas venir vous voir », parce qu'effectivement, il peut être tentant, mais je ne généralise pas, mais de maintenir l'entreprise dans une situation d'entre-deux en espérant se faire payer ses honoraires en retard. Et vous l'avez dit très justement, plus vous serez payé de vos honoraires, plus vous pourrez de façon efficace et crédible accompagner vos clients en prévention. Mais je pense que ça fait partie de votre responsabilité, mais ça, vous êtes chef d'entreprise aussi quand vous êtes expert comptable. Je pense que c'est important que vous ne laissiez pas les trous se creuser trop profondément, de façon à pouvoir accompagner vos clients. Et je félicite toujours et je les remercie, les quelques experts comptables qui accompagnent leurs clients, qui sont clairement, malheureusement, au-delà des dispositifs de prévention et qui accompagnent leurs clients parce que, voilà, psychologiquement, parfois un rendez-vous de prévention, ça permet de préparer une déclaration de cessation des paiements et ça peut faire partie du job aussi et c'est toute la grandeur de ce métier. Mais voilà, globalement, on a des partenariats efficaces avec les experts comptables de la place. Merci beaucoup, mais nous avons donc un rôle à jouer important dans ce cadre-là, un rôle aussi important à vos côtés. Travailler aussi en partenariat, je vois l'ouverture aussi du tribunal de commerce, la possibilité de venir vous solliciter en temps et en heure. Voilà, à nous d'assumer cela. Pour conclure, je retiens une chose, c'est l'anticipation, l'accompagnement des dirigeants dans ce cadre-là, anticiper toujours, avoir un coup d'avance et acheter du temps surtout. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre temps et la qualité de ces échanges. Merci beaucoup. Merci Yvan.